Le téléphone de mon mari a sonné. J'ai répondu, pensant que c'était pour le travail. Mais une femme a murmuré, « Tu as encore laissé tes chaussettes ici. » Puis elle a gloussé, « Je t'aime tellement. » Je me suis figée. La voix n'était pas celle d'une inconnue. C'était une trahison familiale. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'avais les coudes plongés dans l'eau savonneuse, regardant les bulles danser contre la fenêtre de notre cuisine pendant que Dylan, 6 ans, jouait avec ses voitures Matchbox sur le tapis du salon. Curtis avait de nouveau laissé son iPhone sur le comptoir en granit avant de se diriger vers l'allée pour aider notre voisin à réparer sa boîte aux lettres cassées. Cette sonnerie par défaut agaçante n'arrêtait pas de retentir, celle qu'il n'avait jamais pris la peine de changer durant toutes nos années ensemble. Le téléphone de papa, lança Dylan, levant les yeux de sa Camaro jaune vif. Je sais, mon chéri. Maman s'en occupe. Je me suis séché les mains sur le torchon à carreaux et j'ai attrapé l'appareil. L'écran affichait, numéro inconnu, mais ce n'était pas inhabituel. L'entreprise de BTP de Curtis recevait tout le temps des appels de clients potentiels, surtout le samedi après-midi, quand les propriétaires avaient enfin le temps de penser aux rénovations de cuisine et au remodelage de salle de bain. J'ai glissé le doigt pour répondre. Allô, téléphone de Curtis. Un silence s'est étiré dans le haut-parleur, comme une respiration retenue. Puis, à peine plus fort qu'un murmure, la voix d'une femme s'est fait entendre, douce, intime, comme si elle était allongée dans un lit, parlant à quelqu'un qu'elle chérissait. Tu as encore laissé tes chaussettes ici. Mon cœur s'est arrêté. Les mots étaient tendres, familiers, prononcés avec cette sorte d'intimité décontractée qui naît d'innombrables matins passés ensemble. Je suis restée figée dans ma cuisine, le téléphone pressé contre mon oreille, attendant qu'elle réalise qu'elle s'était trompée de numéro et qu'elle raccroche, embarrassée. Mais elle n'a pas raccroché. Au lieu de cela, elle a laissé échapper un rire doux. Léger, joyeux, le son de quelqu'un de parfaitement content dans son monde. Ce gloussement a fait sombrer mon estomac jusqu'au plancher. Je t'aime tellement. Ces mots m'ont frappé comme un coup de masse en pleine poitrine. Je ne pouvais plus respirer. Plus penser. Mon doigt a trouvé le bouton rouge et l'a pressé si fort que j'ai cru que l'écran allait se fissurer. La cuisine est tombée dans le silence, à l'exception des voitures de Dylan qui roulaient sur le sol et du son lointain du marteau de Curtis contre le métal dehors. J'ai fixé le téléphone comme si c'était un serpent venimeux. Mes jambes sont devenues cotonneuses, alors je me suis agrippée au bord du comptoir pour me stabiliser. Des chaussettes. Elle avait dit des chaussettes. Cela signifiait que Curtis avait été quelque part, qu'il avait enlevé ses chaussettes et les avait laissées derrière lui. Le genre d'endroit où l'on enlève ses chaussettes. Le genre d'endroit où quelqu'un d'autre sait quelles chaussettes vous appartiennent. Mon esprit s'emballait, essayant de traiter ce que je venais d'entendre. Curtis travaillait dans la construction, il rentrait tous les jours couvert de poussière de placo et d'éclaboussures de peinture. Il se changeait toujours dans notre garage avant d'entrer pour éviter de salir la maison. Mais ces chaussettes, il les enlevait dans notre chambre, elles allaient dans notre panier à linge en osier, étaient lavées dans notre machine Whirlpool. Alors, quelle machine à laver avait bien pu nettoyer les chaussettes de Curtis? J'ai passé l'heure suivante à faire les 100 pas dans notre maison comme un tigre en cage. Chaque bruit venant de l'allée faisait bondir mon pouls. Dylan n'arrêtait pas de me demander pourquoi j'avais l'air contrarié, et je n'arrêtais pas de mentir à mon fils de 6 ans, lui disant que maman avait juste mal à la tête. La voix de la femme résonnait en boucle dans ma tête. Quelque chose à son sujet me tracassait, pas seulement les mots intimes, mais la voix elle-même. Elle n'était pas complètement inconnue. Je l'avais entendue quelque part, d'une manière ou d'une autre. Elle était enfouie dans ma mémoire comme une chanson à moitié oubliée, mais je connaissais cette voix, ce qui signifiait que ce n'était pas une femme quelconque avec qui Curtis avait une liaison. C'était quelqu'un que je connaissais. Quand Curtis est finalement entré par la porte de derrière, s'essuyant les mains sur un chiffon taché d'huile, j'étais assise à la table de la cuisine, faisant semblant de feuilleter un magazine, Better Homes and Gardens. Mes mains tremblaient encore. Alors je les ai gardées cachées sur mes genoux. Salut, ma chérie. Il m'a embrassée sur le sommet de la tête comme il le faisait tous les jours, comme si rien n'avait changé, comme si une femme ne venait pas de murmurer des mots doux dans son téléphone 1 heure plus tôt.
Désolé, ça a pris du temps. La boîte aux lettres de Bill était complètement démolie. Je l'ai regardé se laver les mains à l'évier, la même routine qu'il avait faite des milliers de fois. Mais maintenant, tout semblait différent, souillé. Était-il en train d'enlever la saleté du travail ou les traces d'elle? Ton téléphone a sonné, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable. Curtis a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Oh, oui. C'était qui? J'ai répondu. Il s'est retourné, s'essuyant les mains. Quelque chose a traversé son visage si rapidement que j'ai failli le manquer. De la peur, peut-être, ou de la panique. Qu'est-ce qu'il voulait? Sa voix semblait normale, mais ses yeux verts ne croisaient pas les miens. C'était une femme. Je me suis levée, le magazine tombant sur le carrelage. Elle a dit que tu avais laissé tes chaussettes chez elle. La couleur a quitté le visage de Curtis, pas la rougeur de l'embarras que l'on attendrait de quelqu'un pris en flagrant délit d'adultère. C'était différent. Le teint pâle et maladif de quelqu'un qui vient de voir un fantôme. Clara, je peux t'expliquer. Elle a dit qu'elle t'aimait, Curtis. Ma voix s'est brisée sur son nom. Elle a gloussé et a dit qu'elle t'aimait. Curtis a passé ses mains dans ses cheveux sombres, un geste que je lui avais vu faire d'innombrables fois lorsqu'il était stressé par des délais ou des factures impayées. Mais c'était un stress différent. Le genre qui donne aux gens l'air de pouvoir s'effondrer. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il dit doucement. Alors qu'est-ce que c'est? Je me suis approchée, cherchant des réponses sur son visage. Parce que ce que je crois, c'est que mon mari a une liaison avec quelqu'un qui fait sa lessive et lui dit qu'elle l'aime. Non. Curtis a secoué la tête vigoureusement. Non, Clara, ce n'est pas comme ça. C'est compliqué. Compliqué. J'ai ri amèrement. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Soit tu me trompes, soit tu ne me trompes pas. Cette nuit-là, Curtis a dormi sur le canapé de notre salon. Il a prétendu avoir besoin d'espace pour réfléchir, mais je savais qu'il m'évitait. J'étais allongée dans notre lit king size vide, fixant le ventilateur de plafond, rejouant chaque conversation que nous avions eue au cours des derniers mois, cherchant des indices que j'avais manqués. Le lendemain matin, Curtis est parti pour son chantier avant que Dylan et moi ne soyons réveillés. Il avait fait du café et laissé un mot sur le comptoir de la cuisine de son écriture désordonnée. On parlera ce soir. Je te promets que je t'aime. Mais je ne pouvais pas attendre jusqu'à ce soir. L'incertitude me rongeait de l'intérieur comme de l'acide. Après avoir déposé Dylan à l'école primaire de Riverside, je suis rentrée à la maison et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 9 ans de mariage. J'ai fouillé dans les affaires personnelles de Curtis. J'ai commencé par les tiroirs de sa commode, cherchant quoi que ce soit de suspect. Des lettres d'amour, des reçus d'hôtel, des numéros de téléphone griffonnés sur des serviettes. Mais tout semblait normal. Des vêtements de travail, de vieux t-shirts des Chicago Bears, la montre Timex que je lui avais offerte pour notre anniversaire. Puis je suis passée à son bureau dans le coin de notre chambre. Curtis n'était pas la personne la plus organisée, mais il gardait les documents importants dans le tiroir du bas, les papiers d'assurance, l'acte de naissance de Dylan, notre certificat de mariage. C'est là que j'ai trouvé les relevés de compte de Wells Fargo. Au début, tout paraissait normal. Les chèques de paie hebdomadaires de Curtis de Mitchell Construction qui entraient, notre paiement hypothécaire à la First National qui sortait, les achats chez Kroger et les stations-service Shell. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Chaque mois, depuis 4 ans, il y avait un paiement d'exactement $520 à quelque chose appelé Maplewood Residential Care. $520 chaque mois pendant 4 ans. Je n'avais jamais entendu parler de Maplewood Residential Care. Je n'avais certainement jamais accepté de leur verser plus de $500 par mois, plus que le paiement de notre Honda Accord. Mes mains tremblaient en sortant des relevés plus anciens. Les paiements avaient commencé en mars 2020, juste après que Dylan soit entré en première année. Avant cela, il y avait des paiements plus petits au même endroit, $1275 par mois, puis $350, puis c'est passé à $520 et c'est resté ainsi. J'ai attrapé mon MacBook et j'ai cherché Maplewood Residential Care.
Le site web s'est chargé lentement, montrant des photos de jardins bien entretenus et des membres du personnel souriant aidant les patients. En lisant davantage, mon estomac s'est noué. C'était un établissement de soins de longue durée spécialisé dans le traitement de la santé mentale, les troubles du développement et les maladies chroniques. Des personnes nécessitant une surveillance 24 heures sur 24 y vivaient. Curtis payait pour les soins de quelqu'un dans cet établissement depuis des années. Quelqu'un dont il m'avait complètement caché l'existence. J'ai imprimé les relevés bancaires et les informations sur l'établissement, puis je me suis assise à la table de notre cuisine, fixant les preuves. L'appel téléphonique de la femme, ses paiements mystérieux, la réaction paniquée de Curtis. Ce n'était pas une simple liaison. C'était quelque chose de bien plus complexe et dévastateur. J'ai pensé à appeler Curtis sur son chantier, exigeant des réponses immédiatement, mais quelque chose m'a retenu. Peut-être la terreur que j'avais vue dans ses yeux, ou la façon dont il avait dit que je ne comprendrais pas. Peut-être le fait qu'il avait effectué ses paiements de manière constante pendant des années, même pendant les périodes financières difficiles où nous avions eu du mal à payer notre facture d'électricité. Quoi qu'il se passe à Maplewood, c'était assez important pour que Curtis sacrifie la sécurité financière de notre famille. Assez important pour mentir à sa femme à ce sujet pendant des années. J'ai regardé l'adresse de l'établissement. Maplewood n'était qu'à 25 minutes, dans la ville voisine d'Oakville. Je pouvais y aller en voiture maintenant, franchir ses portes d'entrée et exiger de savoir pourquoi mon mari leur versait des milliers de dollars. Mais est-ce que je voulais vraiment savoir ce que j'allais trouver? Le trajet jusqu'à Maplewood m'a semblé être la plus longue demi-heure de ma vie. Je n'arrêtais pas de douter, m'arrêtant 2 fois pour faire demi-tour avant de me forcer à continuer. Quand j'ai finalement atteint l'établissement, mes paumes étaient si moites que je pouvais à peine tenir le volant. Maplewood Residential Care avait l'air différent des photos joyeuses du site web. Le bâtiment était plus ancien que prévu, une structure tentaculaire d'un seul étage entourée de chaînes imposants qui bloquaient la plupart de la lumière du soleil. Le parking était à moitié vide, rempli principalement de véhicules du personnel plutôt que de voitures de visiteurs. Je suis restée assise dans ma Toyota Camry pendant 10 minutes, regardant les gens entrer et sortir par des portes automatiques. Une infirmière poussait une femme âgée vers une ambulance de transport médical. Un homme d'âge moyen portait des marguerites en entrant, les épaules affaissées sous un poids invisible. Finalement, je me suis forcée à sortir de la voiture et à me diriger vers ces portes vitrées. Elles se sont ouvertes avec un doux sifflement, et je suis entrée dans un hall qui sentait l'antiseptique et la lavande artificielle. Puis-je vous aider? La réceptionniste était une femme aux yeux bienveillants avec des cheveux argentés tirés en un chignon professionnel. Son badge indiquait « Margaret ». Je suis ici pour rendre visite à quelqu'un, ai-je dit, ma voix sonnant étrangement. Mais je dois d'abord savoir si une personne est patiente ici. L'expression de Margaret est devenue prudente. Êtes-vous de la famille? J'ai hésité. Techniquement, je ne savais même pas qui je cherchais. Mon mari a effectué des paiements ici. J'ai trouvé des relevés bancaires, mais il n'en a jamais parlé. J'ai juste besoin de comprendre ce qui se passe. Je suis désolée, mais je ne peux pas fournir d'informations sur les patients à moins que vous ne soyez répertorié comme contact autorisé, a dit Margaret doucement, mais fermement. Quel est le nom de votre mari? Peut-être que je peux vérifier s'il est dans nos dossiers. Curtis Morrison. Margaret a tapé sur son ordinateur, et j'ai vu la reconnaissance vaciller sur ses traits, suivie de quelque chose qui ressemblait à de la sympathie. Oh, a-t-elle dit doucement. Vous êtes la femme de Curtis. La façon dont Margaret l'a dit m'a glacé le sang, comme si elle savait qui j'étais, comme si mon mari avait parlé de moi à ces gens que je n'avais jamais rencontrés. Vous connaissez Curtis, ai-je dit. Il vient ici depuis des années. Un frère si dévoué. Margaret s'est reprise et a semblé mal à l'aise. Je n'aurais probablement pas dû dire ça. Frère. Le mot m'a frappé comme un éclair. Curtis avait un frère ou une sœur. Quelqu'un qu'il visitait depuis des années sans jamais m'en parler. Curtis m'avait dit qu'il était fils unique. Que ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand il avait 19 ans. Je ne comprends pas, ai-je dit, m'agrippant au bureau de Margaret. Curtis n'a pas de fratrie. Ses parents sont morts jeunes.
Il a dit qu'il n'avait plus de famille. Margaret avait l'air sincèrement confuse. Mais il vient tous les mois pour rendre visite à Mia. Il s'occupe de toutes ses affaires, paie pour tout. Nous pensions que vous connaissiez Mia. Le nom ne me disait rien, mais l'entendre prononcer à voix haute rendait tout plus réel. Ce n'était plus abstrait. Il y avait une personne réelle nommée Mia que mon mari visitait régulièrement, quelqu'un qu'il soutenait financièrement et qu'il avait caché à sa femme. Puis-je la voir? Les mots se sont échappés avant que je puisse les arrêter. Puis-je rendre visite à Mia? Margaret a secoué la tête. Je suis désolée. Vous n'êtes pas sur sa liste de visiteurs autorisés. Seul Curtis est autorisé et il a spécifiquement demandé que personne d'autre n'ait accès sans autorisation écrite. Il a spécifiquement dit que je ne pouvais pas venir. Pas vous spécifiquement, a clarifié rapidement Margaret. Il a juste dit la famille immédiate seulement et il est répertorié comme son seul contact familial. J'avais l'impression de me noyer. Curtis n'avait pas seulement caché cette personne. Il m'avait activement empêché de la découvrir. Même si j'avais trouvé Maplewood d'une manière ou d'une autre, je n'aurais pas pu en apprendre davantage sur Mia. Qu'est-ce qu'elle a? Ai-je demandé désespérément. Pourquoi est-elle ici? Margaret a jeté un coup d'œil autour du hall, puis s'est penchée plus près. Je ne devrais vraiment pas vous dire ça, mais elle a de graves problèmes de santé mentale. Elle est ici depuis le début de la vingtaine. Curtis est son tuteur légal depuis avant votre mariage. Tuteur. Tout s'est mis en place. Les paiements mensuels, le secret, la panique de Curtis quand je l'ai confronté. Mia n'était pas seulement quelqu'un que Curtis visitait. C'était quelqu'un dont il était responsable, quelqu'un qui dépendait entièrement de lui, quelqu'un qui pensait être amoureuse de lui. Quelles sont les heures de visite, ai-je demandé. Margaret a vérifié l'horloge murale. Elle commence dans 1 heure, mais comme je l'ai dit, vous n'êtes pas autorisé. Et si je disais que Curtis m'a envoyé pour prendre des nouvelles de Mia? Et si c'était urgent? Margaret semblait mal à l'aise. Je pourrais avoir de sérieux ennuis. S'il vous plaît. Je me suis penchée sur son bureau. Je viens de découvrir que mon mari m'a caché quelqu'un pendant tout notre mariage. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Quelque chose dans mon désespoir a dû la convaincre, car Margaret a soupiré et a de nouveau regardé autour d'elle. Chambre 142, au fond de ce couloir. Tournez à droite au poste des infirmières. Mais si quelqu'un demande, ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. J'ai attendu dans les chaises inconfortables du hall pendant ce qui m'a semblé des heures. Quand l'heure des visites a commencé, j'ai suivi les instructions de Margaret dans un couloir bordé de chambres de patients. Certaines portes étaient ouvertes, révélant des gens regardant la télévision ou discutant avec des visiteurs. D'autres étaient fermées avec seulement des plaques nominatives indiquant les occupants. La chambre 142 portait le nom de Mia Morrison sur une petite carte blanche. Morrison. Elle avait le nom de famille de Curtis. J'ai frappé doucement et j'ai entendu une voix appeler. Entrez. La chambre était petite mais confortable. Un lit simple, une commode, 2 chaises près de la fenêtre. Assise sur une chaise se trouvait une femme dans la fin de la vingtaine, avec de longs cheveux sombres et les mêmes yeux verts que mon mari. Elle a levé les yeux quand je suis entrée et son visage s'est illuminé d'un sourire à la fois beau et déchirant. Curtis, a-t-elle dit, commençant à se lever. Tu es en avance aujourd'hui et tu as l'air si différent. Tu t'es coupé les cheveux? Mon cœur s'est serré. Elle pensait que j'étais Curtis, ou peut-être était-elle simplement confuse quant à mon identité. Je ne suis pas Curtis, ai-je dit doucement, restant près de la porte. Je suis Clara. Je suis la femme de Curtis. L'expression de Mia est passée par la confusion, la reconnaissance et ce qui ressemblait à de la peur. Elle s'est rassise lourdement. Femme, a-t-elle répété lentement. Curtis a une femme. Oui, nous sommes mariés depuis 9 ans. Nous avons un fils nommé Dylan. Mia m'a fixé un long moment, traitant cette information. Ses mains tremblaient légèrement et elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers la porte comme si elle s'attendait à voir Curtis apparaître. Il ne m'a jamais dit qu'il s'était marié, a-t-elle dit finalement. Il parlait de toi quand on était plus jeune. Clara par-ci,
Clara parla. Mais ensuite, il a arrêté de te mentionner et j'ai pensé que vous aviez peut-être rompu. Quand vous étiez plus jeune. Je me suis approchée, prenant l'autre chaise. Mia, comment connais-tu Curtis? Elle m'a regardé comme si j'avais posé la question la plus évidente du monde. C'est mon frère. Mon grand frère. Il s'occupe de moi depuis que j'ai 23 ans. Frère. La voilà. La vérité que je cherchais toute la journée. Curtis avait une sœur. Une sœur atteinte d'une maladie mentale qui vivait dans cet établissement depuis des années. Et je n'avais aucune idée de son existence. Je ne savais pas, ai-je dit doucement. Curtis ne t'a jamais mentionné. Le visage de Mia s'est décomposé. Il a honte de moi. Je sais qu'il l'est. Je suis brisée et il ne veut pas que les gens connaissent sa sœur brisée. Je ne pense pas que ce soit vrai. Si. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. J'ai tout gâché pour lui. Nos parents m'ont envoyé ici parce que j'étais trop de problèmes et Curtis a dû choisir entre eux et moi. Il m'a choisi et ils nous ont reniés tous les deux. 3 mois plus tard, j'étais assise dans la chambre de Mia à Maplewood, l'aidant à organiser les photos que Curtis avait apportées de nos albums de famille. Elle a tenu une photo de la fête du 6e anniversaire de Dylan, étudiant son visage couvert de chocolat avec un doux sourire. Il ressemble exactement à Curtis à cet âge, a-t-elle dit. Les mêmes cheveux en bataille, le même sourire de fauteur de trouble. Tu devrais le voir quand il est excité par quelque chose. Il prend cet air comme s'il planifiait la domination du monde. Mia a ri, un son qui était devenu plus fréquent au cours des derniers mois. Je lui rendais visite chaque semaine, travaillant avec le Dr Henderson, son psychiatre, pour établir des limites saines et des attentes réalistes. Certains jours, Mia était lucide et présente, comprenant parfaitement les relations. D'autres jours, sa maladie rendait tout confus et effrayant. En fait, ai-je dit en sortant mon téléphone. Curtis l'amène la semaine prochaine pour une courte visite. Le docteur Henderson sera là aussi. Les yeux de Mia se sont illuminés, puis se sont assombris d'inquiétude. Et si je suis confuse? Et si je dis quelque chose qui lui fait peur? Alors nous gérerons ça ensemble. C'est ce que font les familles. Le mot « famille » semblait encore nouveau appliqué à Mia, mais cela devenait plus facile. Curtis et moi avions passé d'innombrables heures en thérapie, ensemble et séparément, pour surmonter les dégâts causés par des années de secrets. Ce n'était pas facile. Certains jours, je me sentais encore en colère à cause des mensonges, mais nous construisions quelque chose de plus fort qu'auparavant. Clara. La voix de Mia était basse. Merci de ne pas me détester. Pourquoi te détesterais-je? Parce que j'ai appelé Curtis et que j'ai dit ces choses. Parce que je t'ai fait croire qu'il te trompait. Parce que je suis la raison pour laquelle il a dû te mentir. J'ai posé l'album photo et me suis tournée pour lui faire face complètement. Mia, tu n'as pas forcé Curtis à me mentir. C'était son choix, et c'était mal. Mais ce n'était pas de ta faute. Tu essayais juste de joindre la seule personne qui a toujours été là pour toi. Elle a hoché la tête. Mais je pouvais voir qu'elle luttait encore avec la culpabilité. Le docteur Henderson a dit que c'était normal pour les personnes atteintes de la maladie de Mia. Elles se blâment souvent pour des choses qui échappent à leur contrôle. D'ailleurs, ai-je ajouté, si tu n'avais pas passé cet appel, je n'aurais peut-être jamais découvert ton existence, et cela aurait été une véritable tragédie car Dylan mérite de connaître sa tante. Le trajet de retour de Maplewood était devenu une routine. Mais j'utilisais encore ce temps pour digérer mes visites avec Mia. Aujourd'hui, cependant, c'était différent, plein d'espoir d'une manière que les visites précédentes n'avaient pas été. À la maison, j'ai trouvé Curtis et Dylan dans notre jardin, travaillant sur une cabane dans les arbres qui était devenue le dernier projet de Curtis. C'était sa façon de gérer le stress, de construire des choses de ses mains pendant que son esprit démêlait des émotions compliquées. « Comment va tante Mia ?» a crié Dylan depuis son perchoir sur l'échelle. Nous lui avions parlé de Mia progressivement, lui expliquant qu'elle était malade d'une manière qui faisait que son cerveau fonctionnait différemment parfois, mais qu'elle faisait toujours partie de la famille et que nous l'aimions. Elle va bien. Elle est excitée de te rencontrer la semaine prochaine.
Est-ce qu'elle va vraiment vivre avec nous un jour, a demandé Dylan en descendant. Curtis et moi avons échangé un regard. Nous avions discuté de la possibilité que Mia déménage dans un foyer de groupe plus près de nous, peut-être même qu'elle ait un jour son propre appartement supervisé. Mais ce n'était encore qu'une possibilité, dépendant de ses progrès et des recommandations médicales. Peut-être, a dit Curtis prudemment. Mais même si elle ne vit pas avec nous, elle fera toujours partie de notre famille. Ce soir-là, après que Dylan se soit endormi, Curtis et moi étions assis sur notre porche arrière sous les étoiles. C'était devenu notre nouvelle tradition. Un moment de calme pour nous connecter et nous assurer que nous restions honnêtes l'un envers l'autre. Je n'aurais jamais pensé dire ça, a dit Curtis en prenant ma main. Mais je suis content que tu aies répondu à ce coup de téléphone. Même si ça a failli nous détruire, ça ne nous a pas détruits. Ça nous a rendus plus forts. Il a serré ma main. Et ça a ramené Mia à la lumière au lieu de la garder cachée dans l'ombre. Je me suis appuyée contre son épaule, sentant sa chaleur solide, la certitude que nous avions surmonté cette tempête et que nous en étions sortis meilleurs. Plus de secrets, ai-je dit. Plus de secrets, a-t-il convenu. Et pour la première fois depuis des mois, je l'ai cru complètement.